Éric Fiat nous a rappelé que ce n'était pas aux philosophes d'apporter des solutions, mais peut-être à ceux qui sont dans la pratique. Et justement, c'est ce que va faire notre deuxième intervenant de cette matinée, Didier Dubasque, que je vous demande d'accueillir. Venez me rejoindre, et qui va nous dire comment renouer avec l'engagement professionnel aujourd'hui malmené. On va être là dans le concret et dans une intervention très complémentaire de celle d'Éric Fiat. Didier Dubasque, vous êtes travailleur social, vous avez longtemps exercé pendant près de 30 ans au sein du département de Loire-Atlantique. Vous êtes membre qualifié du Conseil supérieur du travail social, puis du Haut Conseil du travail social, ancien président de l'Association nationale des assistants de services sociaux de centre de formation des travailleurs sociaux en Pays de la Loire. Vous êtes également auteur de livres, dont le dernier, Les oubliés du confinement, est paru aux presses de l'EHEPS, de l'École des hautes études en santé publique. Il y a 2 ans, et vous êtes enfin blogueur. On peut vous lire régulièrement, si certains veulent le noter, sur votre blog Écrire pour et sur le travail social. C'est accessible via l'adresse dubasque.org. Ça sera facile de s'en souvenir. Alors, après justement les éléments philosophiques d'Éric Fiat, comment peut-on renouer avec cet engagement professionnel aujourd'hui malmené? C'est à vous. Merci de votre accueil, et puis merci aux organisateurs de me donner la parole pour essayer de prendre un peu de temps avec vous. Alors effectivement, la barre est haute quand même, parce qu'Éric Fiat, avant, nous a embarqué dans quelque chose qui est poétique, et à la fois poétique et à la fois très, très concret et très sérieux. Hein, c'est là le paradoxe et la force des bons orateurs et des philosophes. Moi, je ne suis que travailleur social, mais travailleur social, je dirais, un peu engagé. Et je voudrais vous proposer un moment de réflexion ensemble. On est entre nous, donc on va pouvoir... Alors, quand je parle travail social, je parle travail social dans son entièreté. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement les travailleurs sociaux, ce sont tous les acteurs qui œuvrent pour le bien-être des personnes que nous accompagnons, que vous accompagnez. Cela concerne aussi les secrétaires médico-sociales, l'accueil, tous les services qui font tourner vos boutiques et qui font tourner également les conseils d'administration dans les associations. Vous voyez, ce travail social, c'est une façon globale de prendre en compte la question du travailleur social. Donc si je parle travail social, pensez que ça concerne très largement tous les professionnels qui s'investissent sur ce champ-là. Alors, renouer à l'engagement professionnel, pourquoi renouer cet engagement? Parce que finalement, on sent effectivement cette grande fatigue et cette crise d'attractivité des métiers. Vous savez que le Haut Conseil du travail social va produire très prochainement, va rendre public un livre blanc du travail social auprès du ministère, essayer d'alerter notre ministre de tutelle sur les moyens à mettre en œuvre et les enjeux autour de ce qui se joue dans notre secteur. Et c'est vrai que... Ah là là, il s'est passé quelque chose. Voilà. Alors, j'aurai mon propos, je vais le développer en 3 axes. On va d'abord parler de l'engagement, parce que derrière ce mot-là, il y a différentes manières de le voir, de le comprendre, et peut-être qu'il est intéressant de faire une distinction entre, par exemple, la vocation, l'engagement et le militantisme. Ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Et puis, nous verrons également que l'engagement, c'est quelque chose qui impacte les personnes accompagnées, parce qu'on leur demande aussi désormais à elles de s'engager. Et je vois que pour les allocataires du RSA, par exemple, s'ils ne s'engagent pas dans un contrat qui va leur être proposé, imposé, peut-être qu'elles risquent de perdre leur allocation. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde où finalement l'engagement, il n'est pas uniquement quelque chose qui vient de soi, mais il est aussi quelque chose qui est demandé par les autres pour vous. Hein. Peut-être qu'un employeur peut aussi demander à son salarié d'être engagé. Donc, qu'est-ce que l'on met derrière ce terme-là? Et puis, nous terminerons par ce que l'on peut reconnaître, ce que l'on peut comprendre de l'engagement professionnel. Alors, l'engagement dans le sens de l'action sociale, c'est vrai qu'il y a certains métiers où on peut peut-être travailler sans s'engager. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, quand on réfléchit bien, que ce soit le boulanger ou
l'animateur socioculturel ou celui qui va intervenir auprès d'autres personnes, nous avons tous dans notre tête des engagements. On se sent engagé. Vous savez, cette petite voix que nous avons au fond de nous qui fait qu'on ne va pas agir vis-à-vis de l'autre n'importe comment, de façon disproportionnée ou de façon non adaptée. Donc finalement, qu'en est-il des professions de l'aide et du soin? Puisque finalement, nous sommes dans un métier qui est en même temps celui de l'aide, mais aussi du soin, prendre soin de l'autre. Ce n'est pas uniquement soigner dans le sens médical, dans le champ médico-social, mais c'est aussi s'intéresser à l'autre et prendre soin de lui. Alors l'histoire du travail social nous montre que l'engagement, c'est dans l'ADN des travailleurs sociaux. Nous sommes même, les professions sociales se sont créées à partir de l'engagement de nos anciens, entre guillemets, de celles et ceux qui ont fait que le métier d'assistante sociale, puisque ce métier a commencé historiquement le premier, mais ensuite celui des éducateurs, celui des conseillères en économie sociale et familiale, tous ces métiers se sont construits par l'engagement de professionnels qui ont porté les valeurs d'un métier et qui l'ont théorisé. Alors, ces figures marquantes, elles sont faciles à retrouver. Je pense à Yvonne Kniebiller, qui est une universitaire, une chercheuse, qui est féministe également, puisque à l'époque, à la sortie de la guerre, les assistantes sociales, il n'y avait que des femmes. Hein, il n'y avait pas un homme. Hein. Donc finalement, on peut parler d'elles au féminin. Les assistantes sociales ont présenté des témoignages de toutes ces femmes. Elle a écrit un livre intéressant sur comment elles se sont battues contre vent et marée pour créer des services. Service social de la SNCF, service social d'aide aux migrants, le SSAE, le service social départemental qui était sous contrôle des préfectures avant que les départements prennent le relais. Enfin bref, on a eu une palanquée, un nombre très important de professionnels de terrain qui ont défendu des valeurs et qui ont défendu l'idée d'un métier et d'une profession. Pas par corporatisme, par le fait que c'était important d'y penser. Et j'aimerais vous signaler des noms qui peut-être vous ne connaissez pas, qui sont peut-être un peu inconnus. Marie-Jeanne Bassot, Myriam David, Denise Salomon, le groupe de recherche et d'études de l'histoire du service social a un site où il identifie l'histoire de plus de 80 femmes et hommes qui ont fait l'histoire du service social et du travail social. Et ces personnes-là, leur histoire qui est complètement oubliée parce qu'elles ne sont pas dans la grande histoire, elles sont dans la petite histoire, ces personnes ont eu des parcours remarquables et vraiment assez incroyables pour certains. Je pense à Marie-Jeanne Bassot qui a créé les centres sociaux. Elle a été issue d'une famille très riche, noble, bourgeoise, parisienne. Ses parents l'ont enfermée dans un asile parce que vouloir créer un centre social, une maison des solidarités, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire Marie-Jeanne Bassot a été enfermée par ses parents parce qu'on l'a considérée comme folle. Et son combat, à elle, c'était de faire qu'il y ait des lieux pour que les personnes dans les quartiers difficiles, les quartiers populaires, les quartiers où régnait la misère, il puisse y avoir des endroits pour se ressourcer, respirer et retrouver une dignité. Donc, cette femme-là a été je dirais, oubliée. On ne parle pas forcément de ces femmes, je dirais, militantes qui se sont beaucoup engagées. Autre figure marquante, les éducateurs, vous avez Henri Rollet, Jeanne Corzac, Fernand Houry, Célestin Freinet. Bref, vous avez des figures d'éducateurs qui ont construit non seulement une pensée, mais aussi une théorisation de ce que devait être l'aide et l'accompagnement. Alors, tous ces gens-là étaient très engagés, peut-être même trop, puisqu'ils y ont consacré quasiment leur vie. Hein. Et on va y revenir quand on va essayer de déterminer la distinction qu'il peut y avoir entre accompagnement, vocation et puis militantisme. Alors, l'engagement dans le champ de l'action sociale, c'est un peu différent. Hein. Il faut... alors je suis plutôt sur la vocation, l'engagement et le militantisme. La vocation, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Éric Fiat, c'est quelque chose, c'est une forme d'appel, hein, vocare, appeler. C'était au départ, c'est pas très bien vu parce que quand même le travail social c'est d'abord laïque et la vocation est à connotation religieuse. Donc finalement,
C'est un appel qui est extérieur à vous, qui fait que vous vous sentez à votre place dans quelque chose où finalement, c'est quelque chose qui serait au-delà de vous-même, la vocation. C'est quelque chose qui n'est pas forcément raisonné. Hein. C'est une appétence en même temps. Je dirais que c'est un terme qui est utilisé dans un sens qui ferait penser que l'on répond à un appel. Je ne sais pas d'où vient cet appel, mais il y aurait un appel qui ferait que nous serions plus particulièrement attachés à ce type de travail, qui est de travailler pour l'humain, pour les humains. C'est un penchant particulier, un certain genre de vie, un type d'activité qui finalement n'est pas construit sur un mode de raison, mais plutôt sur un mode d'appel un peu irrationnel. Le deuxième élément, c'est l'engagement. Au sens figuré, c'est la participation active par une action conforme à ses convictions profondes, à la vie sociale, politique, religieuse et intellectuelle de son temps. Et là, évidemment, on retrouve très bien les travailleurs sociaux, parce qu'il faut des convictions pour pouvoir s'engager. Et le travail social, ce sont aussi des valeurs et des convictions que l'on peut mettre en avant et qui sont d'ailleurs inscrits dans la définition même du travail social qui a été transcrite dans le Code de l'action sociale et de la famille. J'ai fait partie du groupe de travail au Conseil qui a contribué à rédiger cette définition du travail social. Alors on ne définit pas ce qu'est un travailleur social, mais plutôt ce qu'est le travail social et ce qu'il représente. Et donc derrière cette définition, la France est l'un des seuls pays à avoir officialisé une définition concernant le travail social. C'est une façon aussi de rappeler que cela s'appuie sur plusieurs types de valeurs, valeurs républicaines, valeurs humanistes et valeurs du lien et la valeur de soi à l'égard des individus. Alors, cette notion a une importance particulière telle que dans le champ social, mais aussi environnemental et même dans la vie personnelle. Finalement, on est engagé parce que nous sommes en relation avec les autres. Si vous n'étiez pas là, eh bien, je ne serais pas là en train de vous parler. Je suis engagé vis-à-vis de vous parce que tout simplement, j'ai pour mission, entre guillemets, de vous transmettre un message sur cette question, des éléments de réflexion sur la question de l'engagement. C'est bien parce que nous sommes en lien les uns les autres que nous pouvons construire une fonction d'engagement. On ne peut pas s'engager si on n'est pas face à quelqu'un d'autre ou à côté de quelqu'un d'autre. Le troisième aspect, c'est le militantisme. Le militantisme, c'est quand même un peu différent. C'est autre chose. C'est une autre dimension de l'engagement. Je dirais que c'est un combat. Un combat qui va s'étaler les armes à la main. D'ailleurs, la même racine de militant, c'est militaire. Hein, donc on voit bien la dimension du combat. Il serait, au sens propre comme au sens figuré, l'idée qu'il y a un ennemi à combattre. Qu'il y a vraiment une lutte à mener. Il s'agit de convaincre, effectivement, le militantisme, ce n'est pas une mauvaise chose, dans la mesure où c'est grâce au militantisme qu'on a aussi de belles avancées sociales. Hein. C'est-à-dire que si certains ne s'étaient pas engagés pour que la sécurité sociale soit présente, existe, c'est bien parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus véritablement, et l'on peut dire à ce moment-là qu'ils étaient des militants. Hein. Et donc l'origine de notre profession a été le fait de nos professions a été le fait quand même de militants et non pas uniquement de personnes qui s'engagent simplement. Alors la Revue française de service social a écrit en 2018 a pris comme thème travail social et engagement, et dans cette revue on peut mesurer, vu du terrain, parce que c'est aussi la parole de professionnels de terrain, ce que peut représenter aujourd'hui un engagement important et, je dirais, qui donne du sens au travail. L'engagement dans le champ d'action sociale, c'est aussi un engagement détourné. Nous sommes dans quelque chose d'assez étonnant et d'assez inquiétant, même je dirais, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'État, l'action médico-sociale, qui s'est emparé de ce terme-là pour construire des outils qui conduisent les personnes à s'engager, qu'elles soient ou non d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à un allocataire du RSA de signer un contrat d'engagement réciproque. Il n'a rien demandé, forcément. Quelquefois, il demande, mais souvent, il n'a rien demandé. Et il est au cœur du dispositif du RSA. L'engagement est devenu alors une injonction. C'est-à-dire que si vous ne vous engagez pas, votre allocation peut être suspendue. Nous sommes aujourd'hui là dans des dynamiques qui sont particulières, qui
qui sont celles de l'aide contrainte. C'est la disparition du droit inconditionnel. Par le passé, on soulageait la personne qui avait des difficultés à s'insérer ou être présente dans la société, à prendre sa place. On l'encourageait, mais finalement, on n'allait pas conditionner le fait qu'elle soit aidée par le fait qu'elle fasse elle-même quelque chose. En même temps, c'est le propre du travail social. Puisque, quelle différence entre le travail social et la charité ? Je fais un petit écart. La charité, qui n'est pas quelque chose de négligeable, c'est le don plus la compassion. Vous donnez et vous compatissez dans la situation dans laquelle se trouve votre interlocuteur et la personne en face de vous. Mais le don et la compassion, vous savez bien, hein, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que finalement, vous créez une dette et vous êtes en position haute, et celui qui reçoit, s'il ne peut pas rendre, eh bien, il est en position basse, position de faiblesse, et peut-être peut s'installer dans quelque chose qui fera que nous sommes toujours dans cette logique de dominant-dominé. Et donc, pour sortir de cette logique-là, le travail social a inventé une pratique qui est le faire ensemble et de se mettre d'accord sur le qui fait quoi dans une action qui va être menée pour aller, comme Marista Nujuma nous l'explique très bien, c'est la présidente de l'Association internationale des centres de formation en travail social, qui est directrice d'une école au Liban, qui nous explique que aider quelqu'un, le travail social, c'est permettre à une personne d'aller vers un avenir plus désirable. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là uniquement pour remplir, gérer des prestations, accompagner à l'autonomie de façon mécanique et linéaire, mais plutôt d'essayer d'apporter à la personne un désir, un souhait que sa réalité à elle devienne plus désirable et plus intéressante pour elle, et qu'elle en ait véritablement le désir. Et donc, dans cette logique de désir, ça s'affronte complètement à la logique de prestation, où finalement, vous êtes embarqué, et la personne est embarquée dans un processus, vous êtes allocataire du RSA, vous avez fait une demande, et donc finalement, vous allez être conduit à rendre des comptes, à rendre des comptes sur ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Ça pourrait être une bonne chose si c'était fait avec bienveillance, mais si c'est fait sous pression, dans l'aide contrainte, vous allez avoir quelque chose qui va se créer, ça va être les mécanismes d'évitement. C'est-à-dire que les mécanismes d'évitement vont se mettre en place où la personne, étant obligée de trouver une solution à sa situation et s'engager, va vous raconter non pas ce qui est important pour elle, mais ce qu'elle pense qu'il serait important pour qu'elle continue de percevoir sa prestation. C'est pas tout à fait la même chose. Donc l'engagement, ouais, on le voit, le contrat unique d'insertion, c'est un peu la même chose pour les personnes qui veulent reprendre un emploi. Le problème, c'est que moi, dans mon travail, j'ai accompagné des personnes qui, dans le cadre d'une unité emploi à Saint-Nazaire, nous avions 11 agents d'accompagnement, des personnes qui ont travaillé avec Pôle emploi, donc des agents de Pôle emploi, mais aussi des agents d'une association et du conseil départemental, pour permettre aux personnes de remettre la main à l'étrier. Nous avions plus de 800 allocataires qui tapaient à la porte sans qu'on soit allé les chercher. Et pour eux, on n'était pas en capacité de répondre à leur demande, qui est une demande de travail et d'activité professionnelle. Et parallèlement à cela, on demandait d'aller vers ceux qui n'allaient pas vers le travail, d'aller vers le travail, alors que nous n'étions même pas en capacité d'apporter du travail à ceux qui en demandaient. Vous voyez, la mécanique, elle est que quand c'est la personne qui fait elle-même sa propre démarche, nous pouvons nous engager et nous pouvons effectivement aller vers une forme d'engagement réciproque. Mais quand la personne n'a rien demandé et qu'on vient la chercher, eh bien on peut provoquer parfois des catastrophes. J'ai des exemples en tête, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors le contrat de responsabilité parentale, vous savez, c'est Nicolas Sarkozy qui a mis ça en place, avec ces jeunes qui posent tant de problèmes. C'est une façon pour un maire de convoquer la famille pour dire vous allez rendre des comptes sur ce que fait votre enfant. Hein, et donc vous allez vous engager à faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que nous sommes là, non plus dans une aide, je dirais, d'accompagnement, de construction, de co-construction, mais plutôt dans un outil de contrôle pour que, je dirais, les symptômes ou les effets d'un mal-être ou d'une situation délétère ne viennent pas entacher l'ordre public. Donc,
Ce contrat engage les parents d'un enfant absentéisme à prendre des mesures concrètes, très concrètement, et on renvoie les parents à leur propre responsabilité. Alors je ne dis pas que les parents sont irresponsables, je dis simplement que cette porte d'entrée pour accompagner les parents n'est pas forcément la plus efficace et la meilleure. En contrepartie, donc, finalement, si le parent s'engage, eh bien, il aura des conseils, il sera peut-être accompagné d'une certaine façon. Mais tout cela pour vous dire que le concept d'engagement est parfois un peu quand même bousculé, utilisé un peu trop facilement pour finalement contraindre plutôt que permettre à une personne de s'épanouir en fonction de sa propre histoire, de sa personnalité. Et ça peut créer un malaise. Les caractéristiques de ces contrats, ce sont des responsabilités unilatérales, avec pression sur les allocataires, des sanctions et des pressions. Le contrat d'engagement implique souvent une sanction en cas de non-respect, et la stigmatisation, puisque parfois ça peut créer, à contribuer à une catégorie négative des personnes. J'ai accompagné des groupes d'allocataires du RSA, ils ont honte. Ils me disaient leur honte ils cachaient à leurs propres enfants qu'ils touchaient le RSA, tellement c'est stigmatisant. Tout comme vous pouvez avoir un peu de mal parfois. Vous êtes éducateur, vous occupez des enfants délinquants, des jeunes délinquants. Si vous touchez des personnes, des assistantes sociales, vous assistez, vous faites de l'assistanat. Donc vous voyez, la mécanique est en fait un peu trouble entre les personnes que l'on accompagne et vous, et les professionnels qui le font. Eh bien finalement, il y a quelque chose de suspect. Il y a quelque chose de suspect qui fait que vous êtes peut-être un peu dans une catégorisation négative de ce que peut être un manager qui va faire du coaching, par exemple. Le coach, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressant de dire qu'assistant social ou que travailleur social ou assistant social. Donc, on est dans un monde actuellement où les mots ont du sens. Et finalement, on est dans des caractéristiques-là qui peuvent interroger. Bon, je vous le donne comme ça, après on prend pas. C'est une façon de voir, et je vous donne ma façon de percevoir cette dimension-là. Une autre réalité qui est quand même assez embarrassante, c'est le fait que nous sommes, des travailleurs sociaux empêchés. Empêcher, Eric Fiat en a parlé un peu ce matin en parlant des outils sur lesquels de reporting, par exemple, on va utiliser des techniques qui nous sont demandées de management. Nous sommes empêchés, et parce que finalement, Bertrand Ravon, qui est sociologue, nous parle des épreuves que traversent les travailleurs sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou entendu, Bertrand Ravon est intervenu dans le cadre des travaux du livre blanc du travail social et a donné une conférence très intéressante. Et il a en fait synthétisé tous ces points qui nous expliquent pourquoi nous sommes en difficulté aujourd'hui. Pourquoi c'est un peu difficile de s'engager. Parce que s'engager, ça devient un peu risqué, ça devient un peu compliqué. Et donc, quand on est dans quelque chose de... Alors, on parle de société effectivement fluide, c'est-à-dire qu'en fait, s'engager, c'est mettre un pied... On n'a pas envie si on veut s'engager, il faut que le sol soit solide devant soi, si on ne veut pas s'enliser et se prendre les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes plutôt dans une attitude prudentielle actuellement. Attitude prudentielle, de retrait, et puis aussi peut-être d'une certaine forme de maltraitance vis-à-vis des institutions. Là, je parle sur le champ économique, où finalement, il faut en faire toujours plus avec moins. Donc, nous avons des épreuves à traverser, et ce que nous dit Bertrand Ravon, c'est qu'il y a deux types de travailleurs sociaux. Il y a ceux qui sont démontés. Alors, démontés, ça veut dire qu'ils ne parlent plus, et ils changent de métier, ils partent à bas bruit, et l'on va s'étonner, s'inquiéter de la perte d'attractivité du métier. Mais en fait, ces travailleurs sociaux en ont plus que au-dessus de la casquette. Enfin, ils n'en peuvent plus. Et ils ne vont pas forcément le crier sur les toits. Ils vont partir à bas bruit. Voire même, ils ne vont plus s'engager pour les jeunes étudiants. Parce que quand on est étudiant, qu'on arrive dans une structure où finalement on constate que le travail idéalisé sur lequel on s'est engagé et que le travail réel ne colle plus du tout avec ce travail idéalisé, il y a quand même un problème. Et finalement, nous avons beaucoup d'étudiants qui disent « ben non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je ne vais pas m'y retrouver. » Alors, il y a plein de raisons de ne pas s'engager dans le métier. Mais
il n'empêche que peut-être que nous avons à regarder aussi ce que nous donnons à voir aux étudiants qui veulent s'engager dans ce travail. Alors, 2 types de travailleurs sociaux, ceux qui sont démontés et puis ceux qui sont remontés. Ceux qui sont remontés, c'est qu'ils tentent de résister, ils manifestent, ils ne sont pas contents. Et le problème, c'est qu'on a un gros défaut dans nos professions, c'est que nous fonctionnons un peu par la plainte, un peu trop par la plainte. Nous sommes dans une logique où finalement, nous aurions l'idée que tout va mal, tout est compliqué, on ne va pas s'en sortir, et nous ne voyons jamais nos réussites, nous ne voyons que nos échecs ou ce qui ne va pas. C'est ça notre problème. Vous agissez auprès de centaines de personnes au cours d'une carrière professionnelle, voire des milliers de personnes. Vous avez eu de belles réussites, et ces réussites-là, vous n'en parlez pas. Vous ne les mettez pas en avant. Vous mettez en avant le système qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché. Parce qu'on est toujours attentif à ce que ça marche. Et donc, comme on veut que ça marche, eh bien, on va regarder surtout ce qui ne marche pas. Et donc, le problème, c'est qu'on renvoie une image, quelquefois, qui est un peu inquiétante, un peu délicate, dans la mesure où on va plutôt donner à voir, quand on parle d'une situation, de la situation qui n'a pas fonctionné, ou pour lesquelles c'est difficile, c'est douloureux, voire même, ça peut être même plus, c'est embarrassant toujours, que celle pour laquelle on a réussi une belle action qui a fait que la personne s'en est sortie ou a avancé dans des choix intéressants. Donc, nous sommes en fait face à une disjonction entre le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire le travail prescrit, le travail réel pour un éducateur, pour un assistant social, c'est d'accompagner la personne dans son quotidien, d'essayer de trouver des solutions avec elle, de construire une relation de confiance pour pouvoir, je dirais, avancer ensemble avec des hauts et des bas, évidemment. Des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Être présent au moment des crises, tenir bon, rendre la personne autonome. Hein. Alors dans un monde où le numérique vous rend totalement dépendant, mais ça c'est un autre paradoxe, mais donc nous essayons de mettre les personnes dans un chemin d'autonomie en marchant à côté d'eux, et non pas en les suivant derrière. Vous savez, c'est pas un suivi social, c'est un accompagnement social. Accompagnement, c'est partager le pain, le terme initial de ce mot. C'est-à-dire, nous sommes en côte à côte. Et nous sommes dans une disjonction entre ce que nous attendons du travail et de ce que le travail nous donne aujourd'hui à voir et à faire. Et donc, cette mécanique-là est très embarrassante. Le travail bien fait est devenu invisible, car c'est un travail non prescrit, qui ne se voit pas, qui fait que vous avez construit quelque chose qui est de l'ordre de la réussite avec une personne pour qu'elle aille dans une démarche de soins, pour qu'elle réussisse une insertion professionnelle, pour qu'elle soit un peu plus autonome par rapport au passé. Donc en fait, ce travail prescrit, il ne se voit pas, il se fait à bas bruit. Par contre, ce que l'on vous demande, c'est de remplir des indicateurs, des tableaux, des actes, et finalement d'être dans des logiques mécaniques qui laisseraient supposer que votre travail est totalement différent et il se rapproche plutôt d'un travail, je dirais, socio-administratif, hein, où l'administration ou la relation à l'écran, par exemple, prend de plus en plus de temps. Hein. Une des plaintes des travailleurs sociaux, c'est cet ordinateur que l'on a en face de soi, il faut remplir des items, chaque fois que l'on pose un acte, il faut le quantifier, il faut le rendre compte. Alors je ne dis pas qu'il faut ne pas rendre compte, mais rendre des comptes en permanence, c'est assez compliqué et c'est vraiment contre-productif. Rendre compte, oui. Rendre des comptes tout le temps, c'est fatigant et c'est surtout, ça vous détourne du métier. C'est-à-dire ça vous détourne de la... Et après, quand on veut montrer qu'on travaille, eh bien on va montrer de plus en plus de comptes. Donc on va poser des actes. Je discutais avec une collègue sur les informations préoccupantes. Vous savez, ces informations qui inquiètent et qui permettent d'envoyer à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Elle me disait, mais moi, mon boulot, c'est justement qu'il n'y ait pas d'informations préoccupantes. C'est d'aller dans les familles pour qu'on puisse ensemble construire un plan d'aide pour que je puisse, avec elle, éviter le fait qu'elle aille vers une information préoccupante. Mais aujourd'hui, notre travail est quantifié aussi sur le nombre d'informations préoccupantes que nous produisons. C'est-à-dire, plus j'en fais, plus mon travail sera reconnu comme étant, je dirais, valable.
Oui, non, ça ne marche pas comme ça. Donc finalement, il y a un détournement par la statistique de l'idée de ce qu'il faudrait faire pour montrer que le travail est utile. Et donc tout ce travail non vu, tout ce travail qui est pris pour construire une relation d'aide et une relation d'accompagnement n'est pas quantifié et n'est pas visible. Et donc finalement, voilà, nous avons un visiteur, super, voilà. Bon. Alors le problème la question des chats, c'est qu'on habite chez eux, vous savez, donc c'est un peu compliqué. On va essayer de continuer. Notre travail est devenu invisible. L'engagement personnel du travailleur social n'est pas valorisé, il pourrait même être considéré comme suspect. Alors je vais aller très vite maintenant. Nous sommes dans une logique où les travailleurs sociaux sont empêchés. Comment tenir? C'est l'une des questions. Comment tenir et comment faire aujourd'hui? Cette question est là. Bertrand Ravon nous dit, vous avez 4 types d'épreuves sur lesquelles vous devez avancer, sur lesquelles vous êtes concernés. Vous avez plusieurs cordes dans votre arc et vous avez du métier. Quand on regarde ce que vous savez faire, vous savez agir avec tact. Agir avec tact, c'est être capable de communiquer, d'interagir avec son interlocuteur, avec la personne avec qui on est, de façon délicate, sensible, respectueuse, en tenant compte des sentiments et des circonstances particulières à chaque situation. C'est quand même un sacré avantage de savoir faire ça. Vous avez des personnes qui ne savent pas faire ça. Donc le professionnel, le travailleur social sait agir avec tact et avec, je dirais, cette bonne distance, entre guillemets, ou cette bonne proximité, pour être plus positif. Cette bonne proximité, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il sait agir avec ce qu'il a à sa disposition. Alors c'est peut-être un peu malheureux parce que finalement on fait avec les moyens du bord. Et quand on a de moins en moins de moyens, on continue de faire en disant que il faut faire parce que les gens sont là et qu'on est bien obligé d'avancer avec eux. Mais ça peut être un avantage, mais c'est aussi un défaut. Mais c'est quand même une réalité qui fait que finalement vous avez une capacité à inventer des pratiques ou des chemins détournés qui vous permettent de faire, même si vous n'avez pas obtenu les moyens que vous souhaitez. Je pense à une collègue qui montait des actions collectives via le CCAS parce qu'elle ne pouvait pas mener les actions collectives dans son institution. Donc elle détournait, c'était porté par une autre institution et ses collègues du CCAS. Vous savez agir de façon oblique. Éric Fiat en a parlé un petit peu avec cette histoire du roseau. Vous savez, le roseau, il plie, il ne casse pas. Le travailleur social, c'est un roseau. C'est pas un chêne. C'est-à-dire que nous plions, mais en même temps, nous nous relevons à chaque fois que la tempête n'est pas soufflée. Et nous avons, ce que nous dit Michel Hauthès, nous avons une capacité à jouer l'art de la ruse. La ruse, c'est la façon d'agir au bon moment pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite et ce qui est nécessaire pour que les choses avancent. Ça va être pour le gestionnaire d'une association, savoir interpeller son financeur au bon moment où celui-ci est prêt à l'entendre, et non pas au moment où il est dans d'autres préoccupations. C'est l'art du savoir agir au bon moment. C'est l'art de la métisse, cette divinité grecque. Et puis sa pratique éthique le porte à agir du côté du moindre mal. On va essayer de faire au mieux, mais on sait aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que finalement, quand on fait quelque chose, ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients. Et donc, à partir de cette dimension-là, nous allons quand même travailler pour que ce dont la personne va bénéficier, ça soit le moins mauvais qu'il puisse lui arriver. Nous sommes assez modestes professionnellement, c'est-à-dire que, alors est-ce que c'est lié au fait que c'est une profession majoritairement féminine, mais finalement, nous restons un peu dans l'ombre. Bon, il y a le secret professionnel, mais nous restons quand même dans l'ombre, nous parlons peu et nous agissons de façon relative. Et puis, vous maîtrisez un processus d'intervention, et ce processus d'intervention, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il vous échappe un peu. Et c'est ça la difficulté. Alors, comment renouer avec l'engagement professionnel? Vous avez de multiples défis. Alors, il y a des défis qui ne sont pas nouveaux, parce qu'on parle toujours des défis actuels, mais les défis permanents, ils existent.
Le manque de reconnaissance et d'utilité dans le travail, dans les années 50, c'était la même chose. Moi, à la reconstruction, la ville de Saint-Nazaire a été détruite. Il y avait 4 assistantes sociales sur le territoire. Elles se plaignaient, elles n'avaient aucun moyen, et il fallait que les choses se construisent. Et donc, on est dans un manque de reconnaissance de l'utilité de ce travail depuis des années. Ça fait longtemps que ça dure. L'aide et l'assistance aussi ont été dévalorisées avec ce fameux débat sur l'assistanat. Et quand vous parlez de l'assistance, qui est quand même un métier noble, quand on est assistante de direction, quand on est assistante parlementaire, c'est quand même tout à fait positif. Quand on est assistante sociale, c'est-à-dire qu'on assiste les personnes les plus pauvres et les plus exclues, ça devient, je dirais, douteux. Ça devient... c'est pas très positif, puisqu'on va transformer votre terme en assistanat. Et ça a été fait, et une grande responsabilité des politiques sur ces questions-là. La complexité des dispositifs, c'est un défi que l'on a depuis longtemps, qui n'est pas nouveau. La prégnance de la bureaucratie administrative, on s'en plaint, il y a des générations de travailleurs sociaux qui s'en sont plaints. Une politique de dispositifs qui crée des multitudes de modalités opératoires, avec ces fameux logiciels qui changent au moment où il faut s'adapter à de multiples logiciels, SIAO, CRIP, enfin bon, vous avez un certain nombre d'outils en permanence sur lesquels il faut. Donc tout ça, ça provoque une gestion du temps quand même assez problématique. Il y a les crises qui se surajoutent. Bon, Éric Ferd en a un peu parlé, il y a eu la crise sanitaire, et là on a vu combien les travailleurs sociaux étaient utiles, même si on ne les a pas applaudis, on a applaudi ceux qui sont peut-être plus visibles, on a peu applaudi les travailleurs sociaux. Il n'empêche que s'ils n'avaient pas été là, et si vous n'aviez pas été là, comment ça se serait passé pour les usagers et puis les personnes que vous avez en charge et pour lesquelles vous intervenez? Comment ça se serait passé pour les familles, donc la crise sanitaire a quand même révélé votre importance. La crise sociale montre aussi que de plus en plus, l'intolérance monte, qu'il y a une certaine forme de populisme qui s'installe, c'est-à-dire que nous représentons des institutions en même temps. Et les institutions, c'est fait pour être démoli actuellement. C'est-à-dire que nous avons une défiance des personnes, a priori, face aux institutions. Parce que vous représentez, entre guillemets, le système social intégré. Et pour ceux qui en sont loin, vous êtes les autres. La crise économique révèle effectivement de fortes inégalités. Après la crise, je dirais, sanitaire, et finalement aujourd'hui nous sommes dans une crise économique qui se cache, qui ne dit pas son nom. Si on en parle sur le prix du panier de la ménagère, mais il n'empêche qu'elle est bien plus profonde que cela, et on le voit aujourd'hui avec la multiplication des gens à la rue, par exemple. Et puis, nous avons aussi cette crise angoissante et stressante de ces défis climatiques pour lesquels on est aussi considérés comme nos concitoyens. Nous savons que nous sommes dans un monde avec sa finitude. C'est quand même pas très joyeux tout ça. Je vous parle rapidement de la révolution numérique. Qui n'a pas aujourd'hui son smartphone avec ses applications dédiées, déplatformisation des services publics, qui finalement, vous savez que l'État-plateforme, c'est une nouvelle gestion de l'État, qui a mis en place un système, qui a été mis en place, qui fait que vous n'aurez plus de guichets, de moins en moins de guichets, puisqu'il a été obligé de créer des agences France Service pour justement renouer avec des guichets, parce qu'au départ, l'idée de base était de supprimer directement tous les guichets pour avoir une gestion numérique de l'action sociale. Et donc, avec un temps passé considérable concernant la gestion des droits à travers cette révolution numérique. Et puis, ça interroge aussi les pratiques des usagers. Maintenant, vous savez que le harcèlement, par exemple, passe par le numérique. Ça passe plus par le face-à-face, le côte-à-côte. Vous pouvez, dans un entretien, parler de problèmes pour une femme victime de violence, et finalement, tout s'est passé via le numérique et elle est sous surveillance de son conjoint à travers les outils. Donc on est dans une révolution qui nous a quand même un peu perturbés, un peu bouleversés dans nos pratiques. Alors, ça a des conséquences, sentiment de perte de sens, des réponses ponctuelles face à des problèmes structurels, de plus en plus de procédures, mais aussi des dysfonctionnements,
une charge mentale et une charge de travail conséquente. La charge mentale, c'est encore autre chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous envahit, qui fait que je ne sais pas combien vous avez de messages dans vos messageries quand vous revenez d'une semaine de congé, par exemple, et combien de temps vous passez à répondre aux messages à la messagerie, aux messages professionnels. C'est quand même un sacré outil qui embolise et qui prend véritablement une partie de notre cerveau. Nous avons une crise de l'attractivité des métiers, c'est dénoncé, c'est expliqué. Ça concerne tous les métiers de l'aide et du soin, on n'est pas les seuls, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'empêche que les centres de formation peinent à recruter, les postes sont difficiles à tenir, parce qu'en fait, à l'aide sociale à l'enfance, par exemple, c'est comme pour les enseignants. Ce sont les moins qualifiés, enfin les plus inexpérimentés, les plus jeunes qui prennent les postes les plus durs. Les plus anciens, finalement, ils ont réussi à trouver, par l'ancienneté, une solution. Il y a un fil là, une solution qui leur a permis de s'en sortir. Et puis nous sommes face à des démissions et des reclassements professionnels. Pourtant, la pratique, ça vous apporte autre chose et on ne le regarde plus. Vous vous mettez au service des plus fragiles. Vous mettez au service des plus fragiles votre savoir et vos expériences. C'est quand même pas rien ce que vous faites. Vous mettez au service des plus fragiles. Vous faites face à des défis vis-à-vis de vous-même et qui vous transforment. C'est-à-dire que ce que me disait une collègue, c'est que quand je suis rentré en formation, je n'étais plus la même chose que quand j'en suis sorti. C'est-à-dire que ça m'a transformé. Et le fait de rencontrer des personnes, de comprendre leur cheminement de vie, c'est un enrichissement personnel énorme. C'est-à-dire que vous n'apportez pas qu'aux autres. Les autres, même celui qui est dans la pire des misères, vous apportent de l'humanité, vous apportent de la compréhension. Les personnes qui sont sous dépendance, par exemple, alcoolique ou sous des drogues, sont dans des détresses importantes. Et quand vous commencez à travailler avec eux, vous allez comprendre toute la richesse qu'il peut y avoir aussi chez ces personnes-là et pour lesquelles l'accompagnement vers une démarche du soin peut avoir un sacré sens. Et donc vous êtes là, vous faites face à des choses quasiment impossibles à gérer, c'est-à-dire très difficiles. Amener quelqu'un vers une démarche de soin, ça ne se fait pas en cliquant la main, en appuyant sur un logiciel, sur un item pour pouvoir engager la personne dans cette démarche. Vous savez bien que c'est bien plus complexe. Vous travaillez en équipe, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est hyper important. On a appris en travail social à ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est cette façon que vous avez de travailler ensemble et de ne pas de vous épauler les uns les autres. Alors effectivement, il peut y avoir des conflits d'équipe, des tracasseries, voilà, parce que des fois, c'est un peu comme le chausseur mal chaussé, il va avoir des mauvaises chaussures, et vous allez peut-être moins aider votre collègue qu'aider la personne. Et donc finalement, il faut que nous puissions nous serrer les coudes sur ces questions-là. Mais le fait de travailler en équipe, c'est quand même assez essentiel. Vous apprenez à mesurer la juste valeur des choses. Parce que vous avez un monde irréel, vous avez un monde virtuel, vous avez un monde sublimé à travers la publicité, les informations. Mais vous êtes les deux pieds sur le terrain. Et donc vous voyez le réel des humains. Vous voyez le réel de ceux qui sont en difficulté. Et donc cette façon de faire la distinction entre ce que l'on voit et le réel auquel vous êtes confronté, ça vous amène à mesurer la juste valeur des choses et savoir ce qui est essentiel et revenir à l'essentiel. Alors par contre, il ne faut pas se laisser embarquer, évidemment. Et puis vos connaissances sont transférables. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, les travailleurs sociaux diplômés sont employés chez les GAFAM parce que dans les fonctions RH, parce qu'ils ont des capacités de travailler, de mettre en lien les uns les autres et de construire des projets avec les personnes et avec les salariés de ces entreprises, qui ne sont pas des gens toujours faciles. Alors, ce que vous apporte la pratique, c'est d'abord cette approche humaine et humaniste dans la prise en compte des problèmes sociaux. Si vous ne le faites pas, qui le fera ? Si vous ne le faites pas, qui fera ce travail-là ? C'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde à prendre le temps de s'intéresser de ceux dont personne ne s'intéresse, par définition. Donc c'est important, cette approche humaine, et elle a du sens et elle vous apporte cette compréhension. Vous avez une expertise qui est reconnue par vos interlocuteurs. Souvent, le maire, les élus, on va dire « Ah, il me demande ceci, il me demande cela, mais moi, je suis pas capable de répondre à tout ça. » Mais si vous avez des capacités, et la preuve, c'est qu'on se tourne vers vous.
Je repense à des collègues qui étaient face à un syndrome de Diogène. Alors tout le monde allait voir l'assistante sociale pour qu'elle gère le problème de ce monsieur qui vivait dans un taudis, qui était embarqué dans tout ça. Et en fait, vous avez une expertise là-dessus. Et donc un savoir-faire et un savoir-être auprès des personnes. Et cette chose-là, ça a une sacrée valeur et on l'oublie, tout simplement. Vos réponses sont quand même assez adaptées face à de multiples intervenants et de multiples situations. Alors, des fois, on s'arrache un peu les cheveux, parce qu'effectivement, on nous demande de travailler en réseau, vous avez des interlocuteurs à droite, à gauche, dans tous les sens, mais s'il y en a qui savent gérer ou accompagner une situation complexe, ce sont bien les travailleurs sociaux et les institutions qui les emploient. C'est-à-dire que nous sommes dans une complexité, un enchevêtrement de lois, de dispositifs, de partenaires, de moyens à mettre en œuvre et tout ça, qui sont que vous avez cette compétence qui vous permet de naviguer dans un monde qui est quand même assez mouvant et assez compliqué. Et puis, vous apportez cette aide et ce soutien, évidemment. Bon, etc. Vous pourriez en rajouter. C'est-à-dire que si vous acceptez de regarder en équipe tout ce que vous faites, vous allez pouvoir faire une sacrée liste. Le problème, c'est qu'on ne la fait jamais, cette liste. On ne fait jamais la liste de nos compétences et de nos réussites. Nous ne faisons que la liste de ce qu'il faudrait faire parce que ça ne va pas. Alors, quelques pistes et propositions pour développer votre pouvoir d'agir. Donner sens à son travail et tenir bon, c'est l'évidence, c'est ce qu'il faut pouvoir faire aujourd'hui. Alors, bon, j'aime bien le dessin, c'est sympa, la photo. C'est l'idée d'être un peu plus zen, d'être un peu moins stressé. Il faut que vous puissiez identifier vos compétences et vos points forts. Vous en avez, et finalement, vous ne les regardez pas forcément suffisamment. Il faut tirer des enseignements à partir de vos réussites. Plutôt que de partir des échecs et de ce qui ne va pas, regardez pourquoi, dans telle situation, cette personne s'est transformée ou a avancé. Et là, vous allez pouvoir peut-être décliner des éléments qui peuvent être les facteurs de la réussite. Vous avez également l'idée qu'il est intéressant à plusieurs, on arrive à faire des grandes choses, on va plus loin, on va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Et surtout, on sait la force du collectif, même aussi avec les usagers, quand on les met ensemble autour d'une table et avec des activités collectives. Et donc, vous avez des partenariats, des actions collectives à mettre en œuvre qui fassent que finalement, les personnes en arrivent à se passer de vous à un moment, quand cela est possible, évidemment. Puis seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Cette intelligence collective est essentielle. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Associer les personnes concernées et se poser la question systématiquement, sur quoi sommes-nous d'accord ? On ne se pose plus cette question-là dans ce monde actuel. Nous n'arrêtons pas d'être dans un monde où finalement les oppositions s'opposent, enfin par principe. Regardez les réseaux sociaux, regardez le débat politique aujourd'hui, c'est l'invective, c'est le fait de pointer tout ce sur quoi on n'est pas d'accord. Or, aujourd'hui, notre boulot, c'est peut-être aussi d'apaiser et de rendre les choses vivables. Et rendre les choses vivables commence par le fait de regarder ce sur quoi nous sommes en accord avec la personne, avec notre institution, avec nos collègues. Cette façon de regarder ce dont on est d'accord, sur quoi on est d'accord, nous permet de construire après des actions qui vont avoir beaucoup plus de sens, puisque finalement nous allons avoir un certain consensus. C'est pas le consensus BA, c'est simplement le fait que nous avons tous des manières de voir différentes, mais nous avons aussi un fond commun. Développer les réflexions éthiques, je passe rapidement, mais c'est une évidence. Prendre soin de soi et des autres, en fixant des limites. C'est vrai que nous ne savons pas trop prendre soin de nous-mêmes, savoir se poser des limites, nous dire « stop, il faut que là, je fasse quelque chose parce que je suis en train de m'embarquer ». Vous savez, quand un travailleur social va mal, c'est l'usager qui va lui dire « vous allez bien aujourd'hui ?» C'est-à-dire que c'est l'inverse qui se produit, c'est l'usager qui va prendre soin de vous, qui va commencer quand un usager commence à s'inquiéter pour vous, pensez que vous n'êtes pas loin du burn-out ou qu'il y a quelque chose qu'il va falloir traiter. Prendre soin de soi et des autres, c'est essentiel. Co-construire des projets, organiser des temps collectifs d'échange. Là, ça va dans un sens, mais ce qui va être intéressant, ce sont les tables rondes, c'est la façon de travailler ensemble et de construire un événement. J'étais la semaine dernière auprès d'une association qui s'appelle l'Étape, sur la question de l'engagement. Ils étaient 200, il y avait 20 tables de travail dans une salle immense, avec 10 tables de 10 travailleurs sociaux, et chaque table a travaillé sur des thématiques différentes. Eh ben, le rendu, la synthèse de tout ça, ça fait quasiment un projet de service. Il était complètement construit en une matinée.
parce que finalement, on avance beaucoup plus quand on est ensemble et qu'on se retrouve sur ces questions-là. Prendre le temps de l'écoute de la personne, mais ça, je ne sais pas si je dois vous le dire, vous le savez, qu'il faut prendre le temps. Or, notre plainte principale, c'est le fait que l'on manque toujours de temps. Se donner des temps de respiration, c'est essentiel. Penser à soi, des bons moments. Par exemple, vous connaissez le Friday No Mail, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qui ont décidé que le vendredi, on arrête d'envoyer des mails et on se parle. C'est-à-dire qu'on fait une réunion pour régler le problème. Parce que si le mail a tourné depuis lundi et qu'il est toujours en train de tourner, c'est que peut-être qu'il faut passer la journée à échanger, à se téléphoner, à se parler. Donc le Friday No Mail est intéressant parce qu'il nous rappelle que nous ne sommes plus uniquement des opérateurs de terminaux numériques, mais aussi des humains qui avons à se parler. Voilà. Bon, je débordais sur le temps, donc je passe rapidement. Reparlons du métier, ne pas agir comme si nos compétences n'existaient pas et d'être uniquement des opérateurs d'action sociale, voire des gestionnaires de prestations. Les prescriptions, alors ça c'est des conseils que donne Bertrand Ravon aux responsables de service, aux chefs de service et aux directeurs. Il dit les prescriptions et les commandes institutionnelles doivent être réalisables. Parce que quelquefois, on a des consignes contradictoires, irréalisables ou très difficiles à mettre en œuvre qui demandent un temps très conséquent. Il faut accepter les débordements, les pas de côté, c'est-à-dire que la procédure est intéressante, mais elle ne va pas tout gérer. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il faut faire un pas de côté, il ne faut surtout pas respecter la procédure, parce qu'on va faire exploser la situation, il vaut mieux prendre un travers. Je pense, voilà, j'ai des exemples, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et puis, on a des directions qui parfois oublient de valoriser l'engagement des professionnels, oublient de valoriser le travail bien fait. Et ça a été très bien expliqué par Eric Fiat ce matin. Il nous l'a dit, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que de nombreux professionnels s'engagent auprès des personnes sans que les hiérarchies ont vraiment conscience de tout ce travail qui est engagé de vous-même envers l'autre. C'est un travail psychique aussi, c'est pas uniquement un travail technique, c'est vous donner de vous-même. Et puis prendre soin de la parole des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, la tendance est de regarder le résultat sans voir le processus. Et ça, c'est un sacré problème. Le processus est quand même hyper important parce que c'est par le processus que l'on va avoir des personnes autonomes. On peut avoir des bons résultats rapidement, tout simplement parce qu'on a fait à leur place, par exemple, plutôt que de leur apprendre à faire autrement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'ai été un peu bousculé sur la phase d'avant. Merci beaucoup, Monsieur Dubas, d'avoir tenu le timing et de vous être adapté.